Angle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui nous sommes en featuring avec l'homme que l'on nomme OGB. OGB, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, en pleine forme, content de te recevoir ici. C'est content d'être là. Voilà. J'écoute ce podcast, je le dis d'entrée régulièrement. Ah, tu fais plaisir. Bon, nous allons parler parce que voilà, tu es OGB de la Mafia King Free et Mafia King Free, comme vous le dites, c'est bien, c'est légendaire. Mais on a besoin de savoir d'où tu viens et quelle place tu as dans tout ça et bref, tout ton parcours. Et ici, on commence par le commencement et le commencement dans Featuring, c'est le moment où toi, tu rencontres le rap ou le hip-hop, tout dépend si t'as fait une autre discipline que le rap. Tu peux m'expliquer? J'ai commencé dans ma chambre. Faut savoir que j'ai eu une chambre très tard, sans faire ce discours de victimisation. Grâce à Dieu, j'ai manqué de rien, malgré le ghettoïtisme des choses. Quand tu dis une chambre très tard, ça veut dire qu'à 16 ans, ma première chambre. Ça veut dire chambre où t'étais tout seul. Chambre où j'étais tout seul. Voilà, ok. Ouais. Chambre où avant je dormais dans la salle à manger avec mes sœurs, tout ça. On s'arrangeait comme ça parce qu'on était beaucoup dans un 3 pièces. Ok. Donc j'ai grandi dans une cité qui s'appelle Robespierre à Vitry-sur-Seine. Voilà, qui sont 2 tours jumelées, 15 étages et 26 étages. Et j'ai commencé par le DJing. Ah, ok. Voilà. Donc une fois que j'ai eu ma chambre, pourquoi je voulais introduire les choses comme ça? Parce qu'une fois que j'ai eu ma chambre, clairement je me suis fait un petit studio d'enregistrement avec que de la récup. Ok. Donc j'avais un préampli à lampe, j'avais pas assez de thunes pour m'acheter 2 Technics MK2, donc j'en avais une seule, avec une mixette ETP au milieu, et j'avais une platine CD de l'autre côté. Ok. Donc je mixais avec d'un côté CD, donc je sais scratcher que de la main droite. Ok. Bon, je savais scratcher à peu près. Mais voilà, à l'époque, il y avait pas les Serato et tout ce qu'il y a aujourd'hui qui t'aide à... Et surtout, ça coûtait super cher. Le matériel tout neuf, c'était très très cher. J'avais pas de meuf, mec. Ça veut dire je mettais tout mon oseille que je pouvais gagner dans la récup, dans le matos. Mais voilà, je suis un mec, j'avais 2-3 amplis que j'ai encore. Je mettais vraiment tout à gauche pour acheter des vinyles, tu vois. Donc voilà, j'ai commencé DJ et ensuite je me suis intéressé à l'écriture quand des gens venaient dans ma chambre, des gens comme Ousni, Rof, comme Kerry, comme Rimka, quelques membres de la Mafia King Free, surtout ceux de Vitry. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à les regarder faire, à les regarder dire des choses, et j'avais envie de mettre les platines, laisser tourner l'instru et écrire et dénoncer des choses. Ok, mais ça veut dire que au moment où toi tu rentres dans le DJing, tu connais déjà Rof, Kerry, qui viennent chez toi, tu les connais déjà, mais d'où? Bon, Rof est de Vitry. Rof est de Vitry. Par exemple, Kerry, il est d'Orly. Ça fait très longtemps. Bon, Vitry, c'est vraiment tout ce qu'on appelait le 113 clan. D'ailleurs, ça a été dit dans ton émission par Manu Kay. Le 113 clan, parce que je suis pas d'accord avec la définition qu'il a donnée. Ok, mais tu vas me donner la tienne, c'est le moment. Bon, c'est mon frérot. Non, en fait, le 113 clan, c'est simple. C'est le clan du 113. Donc c'est tous les mecs de Vitry. Mais bizarrement, plus Kerry James, qui est d'Orly. C'était juste ça. Tu vois, c'était à l'époque du Shaolin Zoo, le Wu-Tang, faire des groupes dans des groupes et poser ensemble. Il était même question qu'on fasse un album 113 clans. Donc, il y avait tous les mecs de Vitry qui sont Rof, moi, Bakar, Titi l'Ancien et le 113 et Kerry James. Tu vois, c'était vraiment les mecs ça, c'était le clan. Ça, c'était 113 clans. Et c'est venu de Kerry en plus. Donc, du seul mec d'Orly qui a dit le clan, le 113 clan. Et après, c'est resté. Et on a fait voilà. Donc, j'ai connu d'abord les mecs de Vitry. J'étais dans la même classe que Rimka.
en première et lycée Jean Massé à Vitry. Donc beaucoup d'anecdotes. Je sais que on aime ça ici normalement. C'est important. Je t'écoute. Hein. C'est important ici les anecdotes. Donc il y en aura clairement avec moi. Voilà. Et Kerry James, oui, quelques années plus tard, parce que en fait avant de s'appeler Mafia Qu'un Free s'appelait l'Union. Je me souviens. Et moi je les ai découverts juste quand l'Union s'éteignait, que la Mafia Qu'un Free naissait. Vraiment à la naissance de la Mafia Qu'un Free, quand ça a changé de blase. Et ce qui peut faire partie de mon introduction, c'est que je faisais partie d'un groupe avec T.Y. et Pascal, à qui je fais une grosse dédicace, qui s'appelait les Low Ground. À l'époque, on donnait des gros noms Quinry, tu connais, qui veut dire les bas-fonds. Et finalement, aujourd'hui, quand je vois T.Y. qui est senior chez Apple, il a complètement tout quitté. Ouais. Il est classé national en France et tout, lourd. Et Pascal travaille directeur chez les CE. J'ai vraiment une dédicace parce que c'est des mecs aussi avec lesquels on s'est appris la ponctualité, t'as pu le voir aujourd'hui. OGB est très ponctuel. Il est arrivé avec 2 minutes d'avance. Tu vois, pour moi, c'est comme la parole. C'est ce qui fait d'un homme un homme. Et dans le rap, c'est pas courant. C'est pour ça que je le dis. C'est très rare. Et donc voilà, j'ai commencé avec ces deux-là. Et ce qui est marrant pour l'anecdote, c'est que un jour, en 1995, on faisait un concert au théâtre Jean Villard à Vitry-sur-Seine où il y avait toute la scène de Vitry et des environs. Parce qu'il faut savoir que Orly Choisy Vitry traînait à la maison de quartier de Vitry-sur-Seine. Tu vois. Et il traînait là-bas et c'est comme ça qu'on s'est connus, qu'on s'est côtoyés. Bon, on a appelé au bled, on foutu la merde, pas possible. Qui a volé les places du stade Il y a un gros match de foot, il n'y a plus les places dans la petite caisse. T'es des trucs de cons, mais voilà quoi. La jeunesse. On a vécu notre jeunesse, c'est normal. Tout ça, mais tu vois, dans le DVD Mafia Qu'un Free, si tu roules avec la Mafia Qu'un Free, Mokobe et moi, on a avoué qu'on avait volé les places. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui, c'était nous les mecs, tu vois. On a DVD de platine, allez, on dit tout. Tu vois, on savait pas ce qu'allait faire le DVD, mais finalement, au lieu de se faire poucave, vaut mieux se poucave tout seul. C'est mieux. Ouais, voilà. Et donc on s'est connus, on a fait ce fameux concert. Et c'est ce qui est bizarre, c'est que T.Y. et Pascal, donc ils faisaient partie de mon groupe, ce jour-là, il s'est passé un signe du destin. On est dans les loges, je vois l'Union qui devenait la Mafia Qu'un Free, ils se rasent. Je leur dis, mais putain, vous mettez pas un sac en plastique en dessous de lavabo, tu sais, moi je suis vachement... Donc ils se rasent le crâne. Hein. Ils se rasent le crâne, ils se rasent le crâne, bien sûr. Ils se rasent le crâne, parce que c'est vrai que je fais des gestes, mais il y a pas de caméra. Voilà. Ça fait des freestyles dans les loges, ça vit, c'est rempli de vie, mais rue. Tu vois, et moi je dis, mais vous mettez pas de sac et tout. Et je commence à déjà organiser ce que je suis aujourd'hui. Le mec relou dans les tourbus, ceux qui ronflent, c'est là, ceux qui... Bon, bref, j'aime organiser pour que tout le monde soit confort. C'est mon truc. Et bizarrement, T.Y. me dit cette phrase qui restera jamais dans ma tête. Il me dit, c'est bizarre, ces mecs-là, on dirait vraiment que c'est une partie de toi, plus que nous deux à tes côtés. On dirait plus ton groupe. Eux qui sont dans ton groupe, ils se rendent compte que t'es plus affilié à eux dans l'état d'esprit. Exactement. C'est dingue, ça. Ouais, c'est dingue. Et il se trouve que le destin a voulu qu'aujourd'hui, je devienne OGB de la Mafia Qu'un Free. C'est dingue. Depuis plus de 20 ans. Tu vois, l'histoire est ouf. Donc voilà, j'étais obligé d'introduire les Loguand et ce passage dans la Mafia Qu'un Free. Et oui, j'ai commencé DJ, j'ai même fait un concert, je me rappelle... J'ai écrit un bouquin, donc tout ça sera dans le bouquin. J'ai écrit un bouquin aussi. J'ai écrit un bouquin depuis quelques mois déjà. Et donc je dirais pas tout, un peu comme quand t'as vendu ton bouquin. Que bien sûr. Non, tu comprends ce que j'étais en train de dire à ce moment-là. J'ai tellement compris. Et malgré ça, t'en as dit tellement de choses. J'ai dit quand même. À quel moment tu switches de DJ à rappeur? Un jour, j'ai fait ce concert à Vitry où carrément je balançais le son. Et je descendais sur scène pour faire les bacs avec 113. Donc, et là, j'ai eu d'autres émotions, d'autres choses. J'étais au micro. Mais carrément, tu imagines, tu balances le son, tu descends de l'estrade et tu vas faire les bacs. Et c'était intéressant. Et du coup, j'ai plus jamais lâché le micro. Et je savais que le DJing, c'était cher, qu'il fallait être régulier. Et à la pointe des nouvelles machines. C'est ça. Ça, c'est un délire. Et ça va très vite. Et nous, on n'avait pas de thunes. Donc, à un moment, t'as été DJ pour 113. C'est ça que t'es en train de me dire. À un moment, j'étais DJ pour 113. C'est arrivé. Incroyable. Très bien. Donc là, tu te dis, je vais commencer à écrire, je vais rapper. T'as pas de groupe, même s'il y a toute la clique Mafia Qu'un Free, mais toi, t'as pas. Par exemple, 113, c'est les trois qu'on connaît. Idéal J, c'était un groupe aussi. Toi, t'as pas de groupe à ce moment-là. Est-ce que tu cherches quelqu'un pour rapper avec toi ou pas?
Pas du tout, parce que pour moi, mon groupe, c'était le 113 Clan. Donc déjà, je trouvais ça intéressant. Et non, j'étais soloiste et je commençais à écrire beaucoup de morceaux seul. Et surtout à réaliser. Je commençais à réaliser, pas réaliser la vie, mais faire de la réalisation artistique sur tous les albums de mes potes. Et je commençais à constater que j'avais une aisance sur ça. Tu vois, où je le verrais bien dire ça, prends cet instru, attends, j'ai un mec pour toi, je te verrais bien faire un titre comme ça. T'as bossé sur quel album, par exemple? J'ai bossé sur plein d'albums. Enfin, j'ai bossé même, je vais te dire un truc que j'ai jamais dit à personne et dont, je viens d'écrire un morceau où je le dis. Mais, par exemple, Tonton du Bled. Le jour où Rimka fait Tonton du Bled, c'est moi qui fais toutes les voix en rebeu. Moi, je t'ai pas vu faire de télévision. Ah, c'est toi? Sarah Taraf, Michael Jackson? Incroyable. C'est moi qui fais les lelella. Les wah wah wah. À cette époque, Rimka m'appelle un matin, il me dit, ouais, j'ai studio cet après-midi, j'ai besoin d'un mec qui parle rebeu, mais le rebeu de la rue. Tu vois, parce que lui, c'était kabyle. Donc, il voulait faire le rebeu que tout le monde comprend, l'arabe courant, familier. Et moi, comme je parle couramment, je lui dis, ouais, pas de souci. Et il avait appelé un mec, je me rappelle, un autre mec, je sais pas pourquoi il l'avait appelé. Bon, j'ai du respect pour lui, hein. Mais, c'est un mec finalement à qui j'ai été obligé de faire des cours au studio parce qu'il me disait oh j'entends ma voix dans le casque. J'ai dit ah ouais ok. Alors tu vas entendre ta voix dans le casque, ça va être compliqué. Tu vas entendre la musique et tu vas décider du niveau et tout. Bon bref. Et finalement il a rien écrit mais il a été là et il fait partie de cette histoire et du coup il fait des lelella et des wah 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 dans ce morceau. Donc je suis obligé de lui faire un clin d'œil et de le respecter. Mais ce jour-là c'est là où j'ai inventé ces mots. Il y avait les lelella mais il y avait pas les wah 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 de souvenirs. Mais voilà. Donc ça aurait été bien que tout le monde le sache à cette période, vu le succès de ce titre. C'est un classique du rap français. J'aurais pu signer juste avec ce titre. Tout est possible. Je t'ai dit la vérité, tout est possible. Ah bah oui. Très bien. Donc, tu participes à la création d'albums de membres de la Mafia Quinfri et tout. Ah oui, excuse-moi. Juste, je te coupe. Une des plus grandes réalisations que j'ai faites, c'est l'album d'Intouchable. Les points sur les i avec Carlito. Très bien. Qu'on a réalisé de A à Z. Tu vois, ils nous ont laissé carte blanche. Ils nous validaient déjà sur l'écriture, sur l'inspiration, sur ce qu'on pouvait dire. Et ils nous ont laissé comme si, pour moi, l'album Les points sur les i, c'est mon album aussi. Tu vois, à tel point, je fais tous les bacs. Dedans, je fais toutes les ambiances. Il est bien temps de concrétiser. Bah, moi, sauter quand tu vas, tu sais. Pour moi, c'était à la Tupac, j'étais vachement West Coast. Et tout, même, tu vois juste des intros, des fois des bacs, des fois des ambiances de refrain. En fait, ce qu'il faisait, c'est que je réalisais le morceau avec Carlito, et qu'à la fin, laisse le micro ouvert, OGB va passer. Et je faisais des ambiances de la première seconde à la dernière seconde du morceau, ce que je voulais. Voilà. Après, vous faites votre petit marché, vous gardez, vous enlevez. Exactement. Ok. Très bien. T'es là en train de bosser pour, même si c'est la famille africaine, c'est la famille, mais à un moment, toi, dans tout ça, est-ce que tu penses à toi? Est-ce que tu te dis, bon, faut que je m'occupe de ma carrière solo? Là, on rentre vraiment dans le sujet, qui, je pense, qui me reflète le plus. Il y a un mec qui s'appelle Socrate sur Instagram. Il m'a fait un jour un témoignage qui m'a touché. Et il m'a dit, tu sais, j'ai une émission qui s'appelle Presse Pause. On va en parler après. Et par rapport au confinement, j'ai fait Presse Pause Live, la communauté, où j'ai décidé que les stars étaient mes followers. Donc c'est eux pas que j'interviewais, mais avec qui j'échangeais en direct, en donnant un thème du soir. Donc je donnais un thème et les gens en parlaient. Et il y a ce mec-là, il m'a dit, OGB, je te suis depuis super longtemps, vous pouvez le voir, je l'ai posté sur mon Instagram. Il me dit, tu pourrais faire du cinéma, tu pourrais faire du théâtre, tu pourrais tout faire. T'es vraiment, pour moi, t'es comme un Américain, tout ça. Et est-ce que tu trouves pas que tu es victime de ton altruisme? Et là, il m'a mis une baffe. J'étais filmé comme ça. Et quand tu dis t'as mis une baffe, ça veut dire que quand il te pose cette question, toi, tu t'es jamais posé cette question. Si, mais le fait de me le dire comme ça, à ce moment-là, dans l'ouverture émotionnelle que j'avais, avec l'âge que j'ai, les choses que j'ai compris, je me suis pris une baffe, c'est-à-dire ce soir-là, c'est passé plus que d'habitude. Je vois ça. Voilà. Donc, bien sûr que je savais qu'il y a un moment, il fallait que je m'occupe de moi, mais ce jour-là, c'est passé et je lui ai répondu ce que je lui ai répondu. Juste, je lui ai dit que des fois, on fait des choix dans la vie, c'est notre cheminement, et des fois, c'est des mauvais ou des bons choix, mais je regrette rien. Et c'est comme ça que je suis devenu celui que je suis devenu et celui peut-être qui respecte aujourd'hui. Voilà. C'est vrai aussi. Après, ça t'a créé ce chemin-là. Je pense que, suivant ce qu'on fait, suivant nos actes,
Ça nous fait partir un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, tout dépend, Exactement. ou tout droit, quoi. Toi, ça t'a amené là où ça t'a amené. Mais, t'es un rappeur. Avec tout ce que ça implique, on a tous de l'ego. Certains plus que d'autres, mais on en a tous. Il y a un moment quand même où tu t'es dit, je dois y aller. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai l'impression que ce moment-là, et tu me dis si je me trompe, il arrivait tard. Ouais. Par rapport aux autres membres qui explosaient. Moi, je me disais, OK, il va y aller maintenant. Et je trouve que c'est arrivé tard. Explique-moi un peu le cheminement jusqu'à ton premier album solo, par exemple. En fait, j'ai été là pour les autres de nombreuses années. Et c'est pas que je voyais pas le temps passer, c'est que ça me plaisait de faire ce que je faisais. Et j'apprenais énormément de choses. OK. Donc, j'avais pas l'impression de ne pas nourrir ma curiosité, tu vois, musicale et tout. Donc, je savais que tout ça allait me servir. OK. Mais les fans, on va dire, même si j'aime pas ce mot, on va dire les admirateurs, admiratrices, me poussaient derrière, me disaient, mais c'est quand ton premier album, frère? Ok, tu fais les choses pour... Mais pense à Watt aussi. C'est clair. Donc voilà. Et le truc aussi qui m'a pris énormément de temps, c'est que dès qu'il y a un mec qui m'a dit, tu peux venir avec moi au concert? Ça. Et au début, c'est ouais, j'ai 10 dates. À la fin, il en a 60. Et aujourd'hui, j'en suis à 1600. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai fait 1600 concerts en tant que back. OK. Donc j'en ai bouffé. Donc ça, j'en parlerai des bacs juste après. Mais voilà, à partir du moment où on m'a imaginé être sur scène, et en plus moi, t'as vu, j'arrive scolaire. Moi, j'arrive écrit, stabilo. J'ai toujours fait les bacs comme ça. Les gens qui ont côtoyé les salles de répète où j'étais, c'était très étonné du fait que j'arrive avec des fiches transparentes. Je note les bacs, les décalés, je les écris, les bacs décalés. Je suis vachement scolaire dans tout ce que je fais. Je suis carré, c'est comme ça. OK. Voilà. Et donc j'ai été, moi j'appelais pas ça bac, j'appelais ça CS, contrôleur scénique. Je trouvais que ça faisait. Ouais. Ça faisait mieux. Je suis d'accord avec ça. Donc voilà, et c'est comme ça que je suis devenu... J'ai même une vraie anecdote à te raconter. Arrivé un moment, Idéal J, il y avait donc DJ Mehdi, que son âme repose en paix. Il y avait Teddy Corona, qui a toujours été là. Et à un moment, ils ont pris Bakar. En tant que bac. Et avant de prendre Bakar, Kerry était venu vers moi et il m'a dit, je te verrais bien bac d'Idéal J. C'est-à-dire membre actif d'Idéal J. OK. Mais après, il m'a regardé, je sais même pas s'il se rappelle de ces anecdotes, je me rappelle de tellement de choses. Il m'a regardé et m'a dit, t'as tout pour développer une carrière solo. Il m'a dit, t'as trop de charisme, t'as trop de choses à dire, t'as une histoire à raconter que moi je connais, donc j'ai pas envie de te réduire à ça. Mais il m'a dit... Mais il sentait que t'avais plus à donner. Exactement. C'est-à-dire, même lui te le dit à ce moment-là, on dirait, il y a que toi qui te le disais pas. Je sais pas. C'est bizarre. Après, bon, je suis obligé de vous dire, il y a des trucs personnels qui se sont passés dans ma vie qui ont fait que... OK. Tu vois, il faut être disponible pour être en studio tout le temps. Moi, je suis un papa depuis ma plus grande fille a 24 ans. OK. Donc c'est le moment de le dire. Et donc ça veut dire que je suis papa depuis tellement longtemps et que je voulais pas être le père que je n'ai pas eu en disponibilité. Mon père était là, mais était beaucoup pris par son travail. OK, je vois. Tu vois, il était dans les bars, les restaurants, tout le monde le connaît à Vitry. Donc c'est pour ça que j'en parle librement, j'en parle aussi dans mon livre. OK. Mais donc du coup, il a fait ce qu'il pouvait. Et mais l'absentéisme était là. Ouais, c'est. Et toi, t'as voulu être présent pour. J'ai voulu faire mieux en espérant que mon fils fasse aujourd'hui mieux. C'est un fils. J'ai des filles. Non, j'ai 2 filles et un fils. J'ai 3 enfants. OK. Donc aujourd'hui, j'espère que mon fils sera un meilleur père que moi. OK. Et que moi, j'ai essayé de faire mieux que mon père. OK. C'est ça la transmission. C'est le but. C'est bien. Donc je comprends du coup, tu pouvais pas être focus vraiment sur la musique à 100% que seulement à des moments. Ouais, et puis il y a tout ce qu'on vivait dans la rue aussi. Il y a une réalité, tu vois. Il y a une réalité. Donc, ton premier album, il arrive quand et comment? Et alors, je vais dire un truc, et là, tu vas dire, putain, il écoute vraiment featuring, il rigole pas, OG. Là, mes amis m'appellent OG. C'est que je suis nul en date. Je suis comme toi. Ah, je suis comme toi. C'est là où tu vois, je te connais, tu vois. C'est vrai. Tu suis vraiment. Moi, je me rappelle de tout. Ne me demande pas en quelle année c'était. Ah, moi, les dates, je suis nul. Alors, j'ai un vrai problème. Mon premier album s'appelle Enfermé dehors. Où c'est cette pochette où je suis devant, il y a toute la Mafia Quinfri derrière moi. Donc, qui était pour moi vraiment un gros symbole. Tu vois. Ce que j'allais dire, c'est que même quand tu fais ton album solo, t'as besoin d'être entouré, t'as besoin d'avoir le reste de l'équipe. T'es vraiment un mec de groupe, un mec d'équipe, en vrai. En fait, je pense que je suis un mec fidèle, loyal. Et en fait, je suis un fervent OG. C'est pour ça que moi, à l'époque, quand on m'appelait OG,
Bon, déjà, on va savoir, OGB, ça vient d'où? Je vais le dire ici une bonne fois pour toutes. Ouais. Avant, je m'appelais OG, mais OG pour Original Juice. Ok. Ideal J, il faut savoir que ça veut dire Ideal Juice. Bah, je savais même pas. Donc, ça veut dire, quand on s'est connus, pour moi, c'était un cheminement, le destin. Ensuite, c'est venu OG. Mais quand c'est devenu OGB, c'est Kerry qui a ramené le B de OGB. Et c'est par rapport au film Boys in the Hood. Ouais. Parce que dans Boys in the Hood, moi, on a toujours trouvé que j'avais une ressemblance avec Ice Cube, en tout cas à l'ancienne. Tes sourcils. Le sourcil, voilà, la signature. Et Ice Cube, dans le film, quand il est petit, il s'appelle Gradubide, Gradouble dans la version française. Ouais. Donc moi, ça voulait dire Original Gradubide. Je me souviens très bien. Que j'assumais complètement. Qui est devenu Original Gros Bonhomme, Original Grosse Baffe. Ça dépendait des choses. Tu as perdu du bide, tu es tout musclé maintenant. Ça marche plus. Et après, c'est devenu OGB pour plein de choses, tu vois. OG Blédard, OG Baffe. Et voilà. Et la vraie signification, c'est Original Gros Bonhomme, tu vois. Voilà. Mes amis m'appellent OG. Et aujourd'hui, c'est OG, ça pourrait être Original Gangster, mais c'est aussi cette... L'ancien. C'est aussi l'ancien et c'est cette fidélité, cette loyauté telle qu'aurait un Original Gangster dans un crew, tu vois. C'est moi, jamais j'ai trahi mon équipe. Tu vois, même dans mon discours, même dans ce que j'ai pu faire, et même quand ça devenait des gens avec qui je n'étais plus en accord, il y a jamais quelqu'un qui dira que OGB a fait ou a dit telle chose. T'en trouveras toujours un ou deux. Oui, mais ça c'est ceux qui ont un problème avec eux-mêmes et qui pensent avoir entendu que. Tu vois, après je pars sur des trucs, voilà. Et moi, il y a une période où je croisais beaucoup, je travaillais même avec des jeunes de Vitry, dans le rap, tout ça, des mecs donc plus jeunes que toi et moi. Et quand ils me parlaient de toi, il y a un mot qui revenait tout le temps, il me disait « OGB, c'est la gamberge ». Tu peux me parler de ce mot et de cet état d'esprit, ce qu'il y a derrière ce mot? Ouais, il me disait « c'est la gamberge, OGB ». Parce que à 20 ans, je parlais comme un mec de 35 piges. Tu vois, j'étais rempli de... C'est ça qui me définit, c'est ce que mes potes aimaient de moi, c'est ce que les femmes aimaient de moi. C'est comme ça que j'éduque mes enfants, mais je le fais sans forcer. Ça fait vraiment partie de moi. Donc j'ai toujours eu cette gamberge. Après j'ai vécu des trucs très durs. Tu vois, moi j'ai perdu ma maman à 24 ans. Ah ouais. Donc qui repose en paix. Qui repose en paix. J'étais un grand fan de cette femme, tu vois. Et je pense que c'était mon tout. Et quand tu perds ton tout, ben tu perds tous tes repères. C'est clair. Vois. Et on n'a pas eu une vie difficile. J'ai pas eu le temps de la faire kiffer avec l'argent que j'ai pu faire dans le rap. J'ai pas eu le temps. En fait, ce qui nous a liés, c'est la souffrance et les galères qu'on a eues ensemble et qu'on a vécues. Mais j'ai eu cette chance, et aujourd'hui j'accepte de le partager sur Featuring, c'est que on a eu le temps d'avoir une vraie discussion de mère à fils avant qu'elle parte. Parce qu'elle savait qu'elle allait partir. Chose que je n'acceptais pas, mais on a eu ces moments où elle m'a dit de vraies choses, yeux dans les yeux, et qu'elle m'a dit tout l'amour et la fierté qu'elle avait pour moi. Très bien, très très bien. Ok, toujours en parlant des jeunes de Vitry, t'as fait un projet qui s'appelle Vitry Club, je me souviens. C'est toi qui es derrière ce projet. Ouais. On est d'accord. Ouais. Où t'as invité beaucoup de jeunes rappeurs de Vitry qui étaient moins connus, mélangés avec des plus connus. Comment c'est venu? Encore une fois, il y a ton altruisme. Comment il est venu ce projet, en fait? C'est comme d'habitude. Tu vois, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait d'album au lieu de faire cette compile? Tu vois. Donc Vitry Club, ça venait parce que à l'époque, mon DVD de chevet, mon film de chevet, c'était Fight Club. Ouais. Tu vois, donc que j'ai vu 9 fois. Tu vois, donc j'étais vraiment... Tu le connais bien. Je le connais, mais super bien. J'ai même fait un morceau qui s'appelle Projet KO dans Vitry Club, parce que dans le film, il parle d'un certain Projet KO. Bon, j'invite les gens à aller le voir. C'est vraiment un gros film avec Brad Pitt, Edward Norton, etc. Donc, quand j'ai fait Vitry Club, j'ai rencontré 2 compositeurs qui étaient talentueux, qui habitait à Barbus, à Vitry-sur-Seine, qui était talentueux mais qui galérait pour moi. Et en même temps, on s'est liés d'affinité. Pour moi, c'était le destin qui me dit, tu les as rencontrés, faites quelque chose, c'est possible. J'aimais leur manière de gamberger, de faire des sons. Ils s'appelaient Track Checkers à l'ancienne, et à qui je fais une dédicace, Boufidja et Nordine, que j'ai pas vu depuis un moment. Mais ces gens-là, on se lie d'affinité à tel point où on part en vacances et on se projette de faire un projet ensemble, même si ça met du temps. Et ben le but c'était de mettre en valeur plus les jeunes de Vitry-sur-Seine et les mélanger avec des rappeurs confirmés, et en fait ce truc là de faire pour les autres ce qu'on n'a pas fait pour moi. Mais ça met du temps dans une vie, tu vois. Mais alors pareil, comme ce mec qui était venu sur Tonton du Bled, je me retrouve à gérer des gens qui me disaient en studio, ah, j'entends ma voix dans le casque. C'est un truc de fou. Je savais même pas que j'avais une voix comme ça, tu vois. Donc t'as assisté à des premières fois au studio. À beaucoup de premières fois. Tu vois. Mais j'ai vite vu qu'il y avait des gens plus
qui avaient vraiment un talent à développer, des gens comme Siko MC, par exemple. Ouais. Siko MC, je l'ai fait rentrer en studio. Je suis l'un des premiers qui l'a fait rentrer en studio d'enregistrement. Il en parle avec fierté, ferveur, respect. C'est un vrai petite Vitry sur scène que je respecte. Il est plus si petit d'ailleurs. Et qui est très talentueux. On le salue. J'avais même fondé le Robespierre Crew, qui s'est appelé le Air Crew, qui vient de la cité Robespierre de Vitry-sur-Seine dont je viens, où il y avait à l'époque un mec qui est encore comme mon petit frère, qui s'appelle Alain Delombre. Ah, il est dans le Robespierre Crew, dans le morceau. Alain Delombre, en fait, il vient de Robespierre, c'est comme mon petit frère. Ça s'appelle Dédès. Et Dédès, je te salue aussi. On a vraiment vécu... Il est venu chez Croff. Voilà. On a vraiment vécu des choses très fortes ensemble. Et d'ailleurs, on a un morceau dans Vitry Club qui en témoigne, qui est vachement puissant, que j'ai écouté il y a pas si longtemps. Et donc voilà, je vous invite à aller écouter. Mais voilà, j'aurais pu faire un album. Et finalement, j'ai fait cette compile dont je suis fier, mais qui m'a pris énormément de temps de vie en réalisation. Parce qu'on a fait un pré-enregistrement à l'île Saint-Louis chez un mec qu'on a connu. Et ensuite, on est parti en studio parce qu'on a trouvé comment la produire. Le truc, c'est comme si on l'avait pré-produit et produit. Et ça a pris vraiment beaucoup de temps. Tu vois. Très bien. On a reçu ici Manuquet. Ouais. On a reçu Demon One. On a reçu Rof. Maintenant, toi, tu es là. Il y a un point commun entre toutes ces personnes, c'est que je leur ai parlé obligatoirement de Pour ceux. Donc, normal. Tu peux pas y échapper. Normal. Surtout que je crois que c'était avec Manu. À un moment, on a parlé de cet épisode dans le clip, dans le grec, où il y a plein de gens qui pensaient que c'était ton grec. Donc, tu vas nous raconter déjà comment ça s'est passé le tournage du clip et qui a eu l'idée du grec et comment ça s'est passé et d'où vient ce grec. On est où? Il faut savoir que Pour ceux, ça a été un morceau, comme beaucoup de morceaux légendaires, qui a été fait sans faire exprès. Ouais. C'est-à-dire que souvent, tu fais des morceaux, jamais toi, en tant qu'artiste, tu te dis « Oh, ça va tuer, je vais tout niquer avec ça. » Tu fais jamais savoir. Tu peux espérer, tu peux le dire. Si t'as une mentalité américaine, tu le dis en vérité. Donc, Pour ceux, déjà, il était magique du début à la fin. C'est-à-dire, la séance d'enregistrement, il y avait beaucoup de monde. Et puis, on vient d'une époque où franchement, je sais pas comment faisaient les ingénieurs du son pour bosser avec nous. Franchement, il y avait des meufs, des pits. C'était une cité, c'était le quartier, quoi. C'était abusé. À tel point que l'ingénieur du son, des fois, il travaillait au casque pour entendre le rappeur qui était au micro. Et pour, s'il vous plaît, j'ai besoin de... Si tu regardes le DVD Mafia Qu'un Free, il y avait un asiatique comme ça, super gentil, un ingénieur du son, mais tellement pro. Mais tu sais, ça fait des voix de Bruce Lee derrière et tout. C'est vraiment une époque de ouf. Tu vois, prends ton sac et quitte ma maison. Tu refuses de travailler. Tu sais, genre, oh là là. Le pauvre. Tu l'écoutes, tu vois, et franchement, je le salue lui aussi. Grand respect, lui. Mais il a tenu. Je pense que quand tu bosses avec la mafia de cette époque, tu peux tout faire. Tu peux bosser avec tout le monde, c'est rien. Tu peux tout faire. Franchement, tu peux tout faire. Et donc voilà, Pour ceux était déjà fascinant et magique dans sa conception en studio. Et ensuite, le clip, je sais pas, moi, ça a tapé chez moi. Ça m'a dit, on va faire le clip et tout, pendant 3 jours. C'est Courtrajmé qui va le faire. Je sais que c'est Mokobé qui avait eu l'idée de Courtrajmé. Tu vois, parce que il était tombé sur une cassette vidéo à l'époque des VHS 2. Eux étaient déjà en maison de disques. Donc on leur a sûrement proposé Courtrajmé. Et quand il a vu la folie visuelle et de Courtrajmé, il a dû se dire, mais ça c'est pour Mafia Qu'un Free, quoi. C'est clair. Et donc voilà, il a eu cette intelligence de nous les envoyer. Et finalement, on l'a fait sur 3 jours, mais j'ai jamais vu des mecs aussi ghetto que ça. Ils étaient testés caméra DV à l'époque, caméscope à l'ancienne et tout. Ils s'allongeaient par terre, ils en avaient rien à foutre, quoi. Ils montaient sur des trucs issus de secours en haut d'un bâtiment. Il y avait pas d'histoire. Oui, vous avez signé les assurances. C'était Pour ceux, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et il y avait Franck Gastambide en maître chien. Il y avait Franck Gastambide qui a fait cette fameuse scène avec Demon One sur lâcher de chien, qui est dresseur d'animaux. Et donc c'était ses pits à lui. Ok. Je suis un Renoir de base, moi. Les chiens, tout ça, moi j'ai peur. Pas ça. Maintenant, je connais. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est ses propres pits à Franck Gastambide, mais il les a dressés pour qu'il se fasse attaquer lui-même. Ça, c'est un délire quand même. Ça, j'ai jamais compris. Ça veut dire, le mec, il a quand même un pouvoir magique. Vous êtes méchant, je vous aime, mais attaquez-moi. C'est un délire. C'est vraiment un délire. C'est vrai que vu de cet angle de vue, c'est ouf. C'est ça que moi je me dis. Ouais, c'est ouf. Parce qu'il les entraînait à attaquer quelqu'un avec l'odeur et tout. Mais là, ça l'a. Toi-même, le maître. Franchement, il est fort. Ouais, franchement. Franck, salutations. On te salue. Maintenant, toi. Ta scène à toi, comment elle arrive, qui te la propose, quoi, voilà. Alors, il faut savoir qu'au début, il me propose,
Je vois AP, il est à Cité Bourgogne, à Vitry-sur-Seine, en haut du bâtiment. Je vois Rimka, il est plus vers la Vanoise, il y a du monde et tout. Tout ça, c'est des quartiers de Vitry-sur-Seine. Je vois Manu Kay, il est à Joinville, à Barbus. Je vois tout le monde bien. Rof, il est sur le périph' avec un Audi TT. Je me dis, putain, et moi, on veut me mettre dans un grec. J'ai super mal pris. Je dis, mais pas quoi, parce que je mange des grecs. Au début, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Tu vois? Et finalement, je le fais. Et comme je suis un jusqu'au-boutiste, je le fais tellement bien. Même quand je fais le pain et tout, les gens disent, c'est pas possible. Le mec, c'est lui. Il a fait ça, moi, c'est à lui. Et j'ai jamais dit oui ou non. J'ai laissé les gens, tu as vu, il faut laisser naître les légendes et les laisser vieillir dans la tête des gens. Et donc finalement, j'ai rien dit et j'ai fait le grec et c'est resté d'ailleurs le moment phare de ce clip pour ceux, tout le monde se disait mais il rappe dans un grec en coupant de l'avion, le vénère et tout, c'est un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire. Dit, ce que je disais à Manuquet, c'est que j'avais des débats avec des petites chez moi à Sarcelles. Mais c'est le grec de OGB. Je dis mais non, c'est pas obligé. Si, salut, regarde. Pourquoi? Mais t'as pas vu comment il coupe la viande? Bah en province, tout le monde. Alors quand j'allais acheter des grecs, les gens ils le faisaient plus. Ils me disaient mais non, c'est du métier toi. Tu le fais. Et je faisais mes sandwichs tout seul, frère. Je passais derrière, je faisais mes casales, tu vois. Les queutures, ils m'ont validé par les Turcs à qui j'ai une grosse dédicace. Ah ouais, j'ai été validé, genre c'était normal, quoi, tu vois. Non, et alors que c'était le grec de ma cité Robespierre. Et le pire, c'est que c'était un nouveau propriétaire qui avait racheté ce grec, qui venait d'arriver à côté de Ciné, les Ciné 3 Robespierre s'appelle, et qui est un cinéma de ma cité. Et donc, il venait d'ouvrir, on lui dit, ouais, tiens, on veut faire un clip, et je me retrouve dans ce clip. Alors, les gens, ils sont persuadés, non, il a tourné dans le grec, chez Coco à Vitry-sur-Seine, non, il a... Incroyable. Et ils essayent de me persuader moi-même que eux, ils ont raison de ce que j'ai vécu. C'est un truc de malade. Mais c'est ça, quand il y a un truc légendaire qui se passe. Voilà. Donc voilà. Très bien. Il y a un morceau iconique aussi, c'est le morceau Rabzouz. Dans l'album de Mafia Qu'un Free. D'ailleurs, juste je reviens sur Pour ceux par rapport à Courtrajmé. Courtrajmé, à un moment, on les voit dans le clip. D'ailleurs, dans mon couplet, on les voit à un moment, je leur ai fait leur grec. Et ils sont là, il y a Romain Gavras et Kim Chapiron en train de bouger la tête. Donc voilà. Et aujourd'hui, Romain Gavras, pour ceux qui ne savent pas qui c'est celui qui a réalisé ce film qui s'appelle Athéna et qui vient de sortir. Et Kim Chapiron, lui, il en a fait bon. Aujourd'hui, c'est une équipe de cinéastes qui font beaucoup de choses et qui réalisent des gros trucs. Mais à l'époque de Pour ceux, ils étaient connus déjà dans ce qu'ils faisaient, mais à travers des VHS et des concepts originaux sur Internet et tout. C'était les débuts d'Internet, tout ça. Et donc, je fais une dédicace à Courtrajmé, à la Djili et toute la team. Donc ça, c'était important. Et ensuite, Rabzouz, c'est le concept le concept du clip est important aussi. C'est un mec raciste. Il se réveille, il dormait, il se réveille, il regarde par la fenêtre. Et là, les Rebeux et les Renouans ont pris le contrôle du monde. Et ça veut dire ce qu'on a l'habitude de voir des Français, et bah même si on est Français, les Renois, les Rebeux, mais bon, tu m'auras compris. Et bah le monde, ça veut dire que police est écrit en arabe. Ça veut dire qu'il y a des trafics de vente de cochons, de porc. Tu vois, clandestin. C'est clandestin. Que moi, je suis devenu ministre de l'Intérieur, et voilà quoi, que chacun fait des choses. Qui propose cette idée? C'est qui propose cette idée? Je me rappelle plus. J'aimerais tellement m'en rappeler. Je sais. C'est original. C'est super original. Vraiment respect. Je sais plus. Désolé, je sais plus. Pas de souci. Donc voilà. Et je trouvais qu'à l'époque de Pour ceux et tout, c'était compliqué de faire mieux que Pour ceux, parce qu'attention, Pour ceux, pour revenir dessus, le jour où Pour ceux est fini et monté, moi je me rappelle que Rof est venu et il m'a dit c'est un truc de ouf. Je lui dis quoi? Il me dit le clip de Pour ceux, tu l'as pas vu? Il me dit, j'ai dit bah non, on peut le voir où? Il me dit bah viens. Il me dit c'est un truc de ouf. Je dis comment ça? Il m'a dit c'est la cité, c'est nous, ça nous correspond. Et lui il savait que c'était déjà un classique. Tu vois, et finalement tu sais, il y a Oxmo dans le clip, il y a plein de gens. Lui il avait fait des photos. À ce moment-là il était attiré par le métier de photographe ou avoir son marché avec un appareil photo. Et il était affilié à nous via son cousin Jacques Cartier. Bon bref. Et donc il était venu, il a fait des photos. C'était le seul photographe de plateau finalement. Oxmo Puccino. Non mais à l'époque c'était que comme ça. Des choses incroyables. Il a fait les photos du clip de Pour ceux, c'est Oxmo Puccino. Qui les a jusqu'à aujourd'hui. Un jour, on en a eu besoin, on les a appelés, les a donnés. Tu vois, c'est vraiment incroyable. C'est un truc de ouf. Donc Pour ceux est rempli d'anecdotes, mais vraiment incroyables. C'est vraiment un morceau légendaire. Et Rabzouz, c'était important pour nous d'avoir à chaque fois des. Tu vois, nous, on vient de l'époque du rap qui défend beaucoup le fond à la forme. Même si on aime bien les deux.
Aujourd'hui, on est plus dans la forme, tu vois. Il y en a pour tout le monde aujourd'hui. Donc ça, j'ai du respect. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est aussi grâce à nous. Forcément, on a ramené notre pierre à l'édifice. Mafia Qu'un Free, c'est pas n'importe qui. Et pour moi, ça manque d'éducation musicale auprès des plus jeunes aujourd'hui. Il est important de savoir qui est Driver, qu'est-ce qu'il a amené, qu'est-ce qu'il a ramené aujourd'hui. C'est pas, à la base, c'est pas un animateur radio, mais qui, voilà, qui est OGB, pourquoi c'est un homme de l'ombre, il a servi à quoi. Et aujourd'hui, des émissions comme Featuring servent à ça. Pour ça. Et justement, voilà, l'éducation musicale, elle se fait par ça. Et donc, il s'est passé des grosses choses. Et le clip Rapzouz en est une. Et nous, on était durs en clip. On refusait beaucoup de réalisateurs et d'idées. On disait, mais non. Et en plus, nous, à l'ancienne, on était beaucoup. Donc, t'entendais toujours un mec tout derrière. Elle est pourrie ton idée, mon frère. Le mec, il disait, ah ouais, quand même. Mais pour c'était mettre tout le monde d'accord, c'est compliqué. Ouais. Et en plus, ce qui est dur quand t'es 15, enfin, on était 16. Quand t'es 16, c'est qu'il suffit qu'il y en ait un ou deux qui aiment pas. Ouais, c'est mort. Ça fait une vague, ça entraîne tout. Même s'il y a un mec qui a dit un truc super intéressant au début, et bah, dès qu'il y a quelqu'un, bah, c'est son groupe. C'est son clip, autant que mon clip, autant que le clip de l'autre. Donc tout le monde a ses choses à dire. Et dans les morceaux, c'était pas facile, hein, parce qu'il y a des morceaux où pour ceux, c'est l'un des morceaux où on est le plus. Il y a des morceaux où il y a 3-4. Où tu revenais, t'avais posé toute ta race pour parler comme à l'ancienne, et où t'avais mis toute ta force qui a été validée ce soir-là. Tu reviens le lendemain, il n'y a plus ton couplet. Mais il est où mon couplet? Non, mais parce que... Et là, c'est Manu Kay, des gens comme ça un peu. Parce que t'as vu, nanana, parce que là, on est trop, mais toi, comme t'as posé dans l'autre et que ton couplet est dans l'autre. Voilà, et il fallait être sincère. Faire des choix, et des fois... Alors, bien sûr, on se vexait, bien sûr. Tu vois. C'est humain, tu veux pas. Pas de problème. Donc, un Rapzouz, gros morceau, moi, je suis pas rebeu, hein. Mais je l'ai kiffé de ouf. Ça tue. Je l'ai kiffé de ouf. Ça tue. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Kerry James. Donc, ce moment où il te dit, tu viens avec moi en tournée, tu vas être mon backer. Sachant que moi, Kerry, je le connais depuis longtemps. On se croise depuis longtemps dans le milieu du rap. Et je peux pas dire qu'il y a eu un moment où je l'ai trouvé faiblard sur scène. Pour moi, il est bon depuis qu'il est tout petit. Ça veut dire que Kerry, pour moi, il fait partie du top 10, voire top 5 des meilleurs sur scène. En rap français, toute époque confondue, ok? Ce mec-là, qui est une bête de scène, il vient te chercher pour que tu sois sur scène avec lui et que tu fasses ses bacs. Est-ce que tu te rends compte de la responsabilité que t'as? Sachant que il y a déjà tout ce qu'il a fait avec Ideal J. Quand il vient te chercher, il est en mode Kerry James, tout ça. Donc tu sais que le mec, c'est un tueur sur scène. Comment tu prends la chose quand il vient te demander et comment ça se passe surtout? Je la prends comme Kerry, il a ce pouvoir de te faire croire en toi. À partir du moment où il s'intéresse à toi, comme tu sais ce qu'il a fait et ce qu'il est, et ben forcément ça te donne confiance en toi. Et après, il a ce truc aussi de rendre facile un peu les choses difficiles. C'est-à-dire que quand il vient et déjà quand il s'intéresse à toi, c'est qu'il sait. Il l'a pas fait juste parce que là il fait pas grand chose au OGB comme t'as l'habitude de faire. Des fois tu prends des amis, ils galèrent un peu, tu les mets autour de toi, tu te dis non c'est pas. Non, lui il savait que j'étais un tueur sur scène et que j'allais être un futur tueur sur scène et que j'allais le servir. Tu vois. Il est pas du genre à il est pas du genre à laisser les choses au hasard, en tout cas professionnellement. Vraiment. Donc voilà, donc quand il vient me voir, oui. Déjà, il m'avait proposé de faire partie d'Ideal J quelques années avant, donc il reste sur cette même optique. OGB, c'est quelqu'un et qui dégage quelque chose, et il faut qu'on s'en occupe, il faut que je fasse quelque chose avec lui. Donc quand il me demande, bah effectivement, ça me touche déjà. Et je savais qu'il allait avoir du boulot, parce que c'est un mec qui... T'as vu, il laisse rien au hasard scéniquement parlant, comme tu l'as dit, top 5. Et on n'a jamais fait un concert où on n'a pas respecté notre public. Et nous, on voit la scène comme vraiment quelque chose où on a des mini-chorés, où on fait des gestes en même temps de boxeur, où on a des bacs, tu vois, on est tellement à l'aise, mais c'est du travail énorme. C'est-à-dire, il y a beaucoup de répètes. Tu vois, que ça vient pas que comme ça. Les gens peuvent penser, ça y est, c'est acquis pour eux et tout. Non, c'est un gros bosseur. C'est un gros bosseur. Et donc voilà, une fois que je me suis retrouvé là-dedans, voilà, t'es dans cette avalanche, la boule de neige elle grossit, elle te prend, et tu fais partie de Kerry James scéniquement parlant, à tel point où il peut plus se détacher de moi. Aujourd'hui, scéniquement, dès qu'il entend, il faut OG. Tu sais, moi j'ai fait des trucs Driver pour revenir à moi, parce que finalement, t'as vu, je suis obligé de parler de tous ceux avec qui j'ai bossé. Les gens ne se rendent pas compte de tout ce que j'ai pu faire pour ma team. Il faut que je le dise aujourd'hui. C'est le moment. Dis.
En vérité, scéniquement parlant, quand on a OGB en tant que bac, OGB s'occupe de la lumière. Ça veut dire si un mec qui dit je mets quelle lumière, rouge, du vert, vois avec OG. Ok. Vous rentrez côté jardin, côté cours, vois avec OG. Ok. Ils arrivent à quelle heure les feats, vois avec OG. Tu vois ce que je veux dire? T'es une sorte de régisseur, tour manager, mais frérot, en même temps que backer. Mais je serais milliardaire là si c'est tout ça. Si j'avais été payé pour tout ce que j'ai fait, j'aurais été franchement millionnaire parce que en vérité, j'avais 10 postes. Ouais. Tu vois, mais dans la rue, j'étais un peu comme ça aussi. Mais après, dans la musique, ça me gênait pas parce que j'étais attiré par plein de secteurs d'activité. Donc oui, j'ai été régisseur plateau. J'allais voir l'ingénieur du son façade pour lui dire fais-moi écouter comment elle sort la voix de Kerry. Et après, je voyais l'ingé retour, je lui disais fais-moi écouter au casque. Et tu vois, et pourquoi ils ont des ears et nous on n'en a pas? Pourquoi? Je voulais tout comprendre. Les retours, ça sature. Attention, là il y a des Larsen. Donc je savais ce que c'était un Larsen. Très rapidement, j'étais vachement intéressé à. Et c'est pareil, j'ai fait je vais le dire ici, mais j'étais là pendant l'enregistrement d'Hardcore. Dans Hardcore, le morceau, il y a des phases à moi. Tu vois, par exemple, Kerry doit même pas s'en rappeler. J'aurais pu les garder pour le livre, mais je le dis là. Hier t'as tué, aujourd'hui tu serais respecté. Hier t'as tué, aujourd'hui t'es respecté. Je me rappelle me rappelle comme si c'était hier, où j'étais là pendant La vie avant la mort de Roth. J'étais là à plein d'albums. Tu vois, j'étais super présent et je me rappelle même plus de tout ce que j'ai pu donner. Mais pour moi, chaque album de la Mafia Qu'un Free, c'était aussi mon album et je donnais toutes les idées qui sortaient. Je mettais rien sur le côté pour moi. Et scéniquement parlant, une fois qu'il m'a fait confiance, je donnais tout pareil. C'est-à-dire t'as proposé des idées pour le show? Pour le show, c'est-à-dire même le choix des morceaux, à tel point au moment où j'avais carte blanche, tu vois avec OGB, même s'il avait pas besoin honnêtement. Mais finalement, le fait de déléguer, ça lui a permis d'aller beaucoup plus loin, lui, personnellement. C'est clair. C'est ça. C'est intelligent. C'est intelligent. Voilà, c'est professionnel. Et c'est ce qui m'a permis de faire, d'aujourd'hui, d'être à l'aise. J'ai fait du coaching scénique. J'ai fait ça en province pour maintes et maintes trucs. Des gens qui ont gagné, par exemple, festival de Belfort. Et il y a un mec qui gagne des thunes à un concours de Dempsey. Et on lui dit, tu veux quoi avec les thunes que t'as gagnées? Genre, tu veux te payer qui, entre guillemets, à qui t'aimerais remettre cet argent parce qu'il devait le dépenser pas pour lui, mais professionnellement. Il dit, j'aimerais avoir du coaching scénique de OGB de la Mafia Qu'un Free. C'est beau. C'est beau, ça veut dire que les mecs tu vois, aujourd'hui, ils savaient que... Ils ont validé, ils ont dit OK. Ils ont dit, on veut ça. Donc moi, comment je suis arrivé? La première fois, j'arrive à Belfort, c'est un mec qui s'appelle Pipo. Voilà. Je lui fais une dédicace. Voilà, c'est hip-hop à l'envers. Pour les gens qui disent comment il s'appelle Pipo. Et j'aime bien parce qu'il assume son truc et moi c'est le premier truc que je lui ai dit. Pourquoi tu t'appelles comme ça? Tu vois, je les ai mis dans le noir. Il avait un backer un peu fougueux qui bougeait dans tous les sens, des morceaux intéressants et je les ai mis dans le noir. J'ai mis une table ronde au milieu de la fosse où il y avait personne, dans une salle. Je voulais qu'on répète pas dans une salle de répète mais dans une salle de concert. Et là à ce moment-là j'ai dit vous mettez une douche sur moi, donc une douche lumineuse, une lumière qui tombe que sur moi. Eux vous les mettez dans le noir et je vois entrer sur scène. Mais comment on rentre sur scène? Ça veut dire, vous entrez sur scène, vous faites votre premier morceau. Et moi, je vais vous dire ce qui va pas. 2 secondes, stop. Ouais, mais respecte les gens. Pourquoi tu rentres comme ça? Pourquoi t'as une démarche vénère et tout? Tranquille, frère, c'est le premier morceau. Tu vas être fatigué si tu veux tenir cette émotion trop, tu vois. Et grâce à ça, aujourd'hui, sur scène, je suis fier, moi. Il est à l'aise. On va dire, c'est les élèves d'Oji, quoi, tu vois. C'est beau, c'est bien. Ils me remercient. Et c'est ça, Et c'est de la transmission. C'est ça. J'étais là avant. Tu donnes à ceux qui sont là aujourd'hui, qui vont donner à d'autres, et ça, c'est très bien. J'ai donné avant de prendre. Voilà. Tu vois. J'ai donné avant de prendre. C'est peut-être ça qui te définit, en fait. Si on te demande aujourd'hui, c'est quoi ta place dans la Mafia Qu'un Free? Est-ce que c'est pas ça? Un genre de numéro 10? Un genre de meneur de jeu qui fait des passes? J'ai fait 14 ans de basket. Basket, j'étais capitaine. J'étais entraîneur de filles. J'ai été surclassé 3 fois. T'as ça en toi, en vrai. J'ai ça en moi, en fait. En fait, je suis comme ça dans tout ce que j'ai développé partout. Dans le sport, dans la rue, dans la musique, jusqu'à aujourd'hui où j'ai envie de me redéfinir encore et faire de nouvelles choses. Tu vois? Donc c'est comme ça, je suis un peu un hyperactif. Après, il y a pas longtemps, j'ai fait une espèce de thérapie. C'était pas une espèce, je veux le dire, mais je vais le minimiser alors que je veux l'assumer complètement. J'ai fait une thérapie. Pour savoir où j'en étais, qui je suis, derrière ce que je ne peux pas comprendre seul. Donc je suis parti jusqu'au bout parce que je fais un truc sur le développement personnel, donc je voulais savoir qui j'étais et pourquoi, parce que on a tous des choses liées à nos blessures d'enfant, tu vois. Et j'ai fait cette thérapie et on a vu que j'étais un haut potentiel, tu vois, un hypersensible, tu vois. C'est la première fois que j'en parle et je pense que si je l'avais su,
j'aurais géré le truc autrement. Ouais. Tu vois, je m'en serais servi. Tu vois. Mais aujourd'hui que je le sais, je m'en sers aujourd'hui. Il est jamais trop tard. Pour moi, dans mon cheminement, ça devait arriver aujourd'hui. Okay. Donc aujourd'hui, je m'en sers. Et je trouve que c'est super intéressant de savoir qui on est réellement et ce qu'on peut faire de qui on est. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'artistes et de comédiens qui, à un moment, se retrouvent face à un mur parce qu'ils ont puisé tout ce qu'ils croyaient être. Ouais. Et qui découvrent ce qu'ils ne sont peut-être pas, ce qu'ils sont, et finalement ça devient un truc psychologique, et ils bloquent, et ils font des vrais bugs, et c'est pour certains des dépressions. Bien sûr. Tu vois. Et dans le rap, il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Mais même dans le rap, juste dans le rap français. Oui. Alors je te parle même pas dans le cinéma, mais dans le rap français, il y en a. Après, c'est tabou. C'est tabou. Très peu qui en parlent, même si je trouve que les gens commencent à s'ouvrir un peu plus, mais il y en a beaucoup. Faut que les gens comprennent que avoir 20 ans et devenir porte-parole malgré toi, parce qu'il y en a beaucoup qui le voulaient pas spécialement, ça peut être un choc. Ah ouais. Et souvent, tu peux le subir 5 ans, 10 ans plus tard. Exactement. Pas sur le moment. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui devraient faire des thérapies pour savoir où ils en sont. Et exactement. Et le pire, et j'en parle en tant que papa, c'est que les frustrations que peuvent entraîner des choses que tu t'infliges à toi-même et que tu sens le savoir, que tu ne comprends pas, et ben ils peuvent entacher tes propres enfants. C'est vrai. Tu vois. Alors pour faire simple, si tu te nourris de lumière et que tu deviens lumineux, tu le seras pour ceux qui t'entourent. Ceux qui t'entourent. C'est vrai. Donc tes enfants, ta femme, ta famille, tes proches, et finalement même les gens qui t'entourent voudront travailler avec toi parce que tu es une source de lumière pour eux. Et moi aujourd'hui, je veux rencontrer que des gens lumineux. Okay. Ça y est, j'ai donné. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était important de passer par là pour moi. Okay. Et aujourd'hui, j'en parle parce que c'est super important de voir ce qu'on est devenu et par où il fallait passer pour le comprendre. C'est clair. Justement, j'aimerais qu'on parle de ton podcast qui s'appelle Presse Pause. Ouais. Justement, qui traite beaucoup de développement personnel. Donc, si tu peux expliquer aux gens qui connaîtraient pas ce programme ce que c'est et comment ça t'est venu. Presse Pause, il y a un moment, je vivais avec mon ex-petite amie à Londres. Donc j'étais à Londres pendant à peu près 3 ans. J'ai écouté beaucoup de podcasts par rapport à elle, qui m'a fait découvrir ce monde très américain. Ok. Tu vois. Et à force d'écouter, je me suis dit, mais c'est tellement intéressant. Il y a des trucs qui me saoulaient. Tu vois, je disais, mais oh là là, il parle trop, 1h30, ouais, développement personnel, tout ça. Et il y a des trucs qui m'intriguaient et qui me mettaient des coups dans la tête où je me disais, ça m'empêchait de dormir, quoi. Ok. Je me disais, putain, mais c'est intéressant. Ah ouais, il a dit ça quand même. Mais c'est un ouf, tu vois. Ça me parlait tellement parce que moi, dans mes textes, je me prends la tête, en fait. Des fois, j'ai toujours écrit, j'ai jamais écrit léger. Moi, tu me disais écrire un texte léger, je cassais ma pipe. Mais si tu me disais... T'as besoin de dire quelque chose. Bah ouais, je suis obligé, tu vois, dans Pour se dire, je suis sans armes, retenant mes larmes. Tu vois, je suis sans armes, retenant mes larmes comme Kelly Joyce. Mais qui est Kelly Joyce? Tu vois, Kelly Joyce, c'est une chanteuse, et à un moment, elle dit, je suis sans armes, retenant mes larmes, elle dit dans son refrain, mais c'est un truc un peu soul, un peu truc. Je me rappelle très bien de cette chanson. Ce morceau, il tue. Et moi, dès que j'ai entendu ça, ça m'a mis une claque. Et ben, le développement personnel, ça m'a mis une claque comme cette voix de Kelly Joyce que j'ai jamais rencontrée, à qui je fais une dédicace. Voilà, au passage. Au passage. Et finalement, le développement personnel m'a tellement parlé que je me suis dit, j'aimerais faire une émission. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, putain, on a des belles discussions offline dans la vie tous les jours. Si t'étais filmé et qu'on pouvait les entendre, ça serait génial. Et en plus, ça tirait bien. Donc j'en ai fait, la première que j'ai fait, c'était avec Kerry James. Bon, j'ai appelé Kerry, j'ai dit, tant qu'à faire, le frérot. À ce moment-là, j'étais avec mon ex-petite amie dans un loft parisien, et je vivais dedans, et j'ai décidé de tourner dedans. Et donc, on a tourné chez nous. Kerry est venu et c'était le concept de Presse Pause, c'était un échange plus qu'un interview, sans langue de bois et et super intimiste. C'était ça. Et toujours développement personnel, nutrition, bien-être. Et pas me dire pourquoi tu vas sortir un album, comment il s'appelle. Non, il y a déjà beaucoup de journalistes pour ça et qui le font très bien. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment on se pose et on discute. Et c'est d'ailleurs Kerry s'est vraiment livré, où il a parlé de ses enfants, il a parlé de tout, et c'est parce que moi j'étais en face, donc même lui s'est étonné. Mais finalement, je me suis rendu compte que tous les invités, que ça soit Amal Bentounsi, Harry Roselmack, le père de Kim Chapiron, Kiki Picasso, Kerry James, Aurel San, tous les gens que j'ai pu interviewer se sont livrés de la même manière. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est moi qui faisais la différence en face.
c'est que j'inspirais ça. Et les gens vont pas raconter la même chose à tout le monde, en fait. Tout dépend qui est en face. Voilà, c'est ça. Donc, Prespose n'est pas encore un podcast. J'aimerais qu'il le devienne. Pour l'instant, il est sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc OGB officiel. Il est sur ma chaîne YouTube. Je vais parler avec tes producteurs, clairement. Je te le dis à l'américaine. Il faut. Parce que j'aimerais que ça devienne un podcast et parce que je m'imagine faire un podcast aussi. C'est un truc qui m'intéresse. C'est comme je vais le dire sur Featuring, j'ai très envie de faire des voix de films, de doublage de films. Tu vois, parce que tout le monde me dit t'as une voix particulière, tu devrais faire de la radio. Ça fait des années qu'on me dit ça. C'est comme jouer dans des films et tout. Mais jouer dans des films, ce qui me gênait, c'était les rôles qu'on nous proposait. Tu vois, moi je veux jouer une love story, moi. Je veux pas jouer. Tu veux pas faire un mec de citer ce que t'es déjà. Un mec de citer, un ancien qui vient et tire sur tout le monde, ou un mec qui fait de la sécu. Tu vois, non, frère. Pourquoi moi j'ai pas le droit à ma love story? Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà, c'est un exemple love story, mais je trouve que c'est l'exemple qui percute le plus. Tu vois, on pourrait jouer des choses, des héros même. Nous sommes les héros de notre vie, nous. On est tous les héros de quelqu'un, tu vois. Et forcément, il y a des choses à faire, et puis la France nous ressemble. Nous, on est le visage de la France, que ce soit toi ou moi. C'est clair. Aujourd'hui, on est les profils de la France qu'on aime, qu'on respecte, et dans lesquels on a envie de développer des choses, et pour lesquels certaines personnes qui font que les choses se font mettent un gros frein en nous faisant croire que non. Le premier rôle, c'est un mec qui aura pas le crâne rasé, mais qui aura des cheveux et qui peut passer sa main dans ses cheveux et qui a des yeux bleus. Mais non, frère. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, mais les voix de film, c'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup de trucs dégueulasses mal doublés. Faut dire la vérité. Tu vois, moi j'aime bien regarder en français. Des fois, ça peut même te... T'as l'impression que les gens jouent mal. Quand c'est mal doublé, t'as l'impression que l'acteur joue mal. Alors que l'acteur, il a fait son boulot à la base. T'imagines pour l'acteur comment c'est horrible. C'est dingue. C'est dingue. Et c'est pour ça que c'est super important pour moi et que j'ai envie d'apprendre, parce que j'ai du respect pour tous les corps de métier. Je vais pas m'inventer une vie en me disant ouais, je peux tout faire. Non, j'ai envie d'apprendre. Comme jouer, j'ai envie d'apprendre. Aujourd'hui, voilà, l'acting, ça m'intéresse ça m'a jamais autant intéressé aujourd'hui à mon âge que à 20 piges où on me proposait des choses où ça m'intéressait pas, j'étais à fond dans le rap. Tu es prêt, tu as Ice Cube français. Tu es prêt pour Cube Vision. Voilà, exactement. T'es prêt. Frère, on a tellement de choses à faire. Mais c'est ça mon truc. C'est de commencer aujourd'hui des choses que je ferai pendant 15 ans et qui m'apportent autant d'amour et de kiff que j'ai pu avoir dans le rap français. Un nouveau départ. C'est ça. Très bien. Alors, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais à un moment, tu t'étais lancé dans une ligne de costard aussi. Ouais, tu vois, explique, c'est tout à fait moi, ça. Oui. Je te voyais avec des costards bien cintrés, tout ça, pantalons, cigarettes, tout. Non, moi, j'arrive. Tu l'es bienvenu. Parce que là, j'ai plus rien, là. Je préviens tous mes gens. Si vous m'invitez à des mariages, j'arrive en jean, basket, parce que j'ai rien. Tu mettras des Jojo avec un costard sur mesure. C'est ça, la classe. Pendant que je fais Prespose, il faut savoir que, on n'a pas assez parlé de Prespose, mais j'en parle vite fait. Donc, c'est mon émission qui me tient à cœur. Je fais une première saison où il y a 10 épisodes. La deuxième saison, je me dis, je vais aller beaucoup plus loin, je suis à l'aise. Je fais un premier épisode de la deuxième saison devant 6 personnes en même temps, où moi je suis, tu vois, on va dire journaliste, on est des journalistes aujourd'hui. Donc, mais c'est toute l'équipe de Banlieusards, le film de Kerry. Donc je me retrouve devant les 6 têtes, voilà, et c'est moi qui dois gérer ce truc-là. Donc pour ça, je faisais des partenariats avec des hôtels et je tournais, soit je vidais une chambre, et je tournais dans la chambre. Soit je tournais dans leur hall si leur hall pouvait convenir à ce que je voulais. Donc c'est des mecs qui me connaissaient pas forcément du rap. Ils avaient affaire à un homme déterminé qui parle bien de son truc et ils m'ont fait confiance. Et c'est comme ça que alors je suis pas tout seul. Tu sais très bien que Prespose c'est une équipe. Forcément, j'ai une grosse dédicace à Tripix Studio, qui sont des gens de Roubaix et qui sont devenus à l'époque des producteurs exécutifs vu qu'ils ramenaient tout le matos. Et il faut savoir que tout le monde mettait du cœur à l'ouvrage sans gagner d'argent. Parce que dans un premier temps, quand tu es dans les naissances d'un projet, tu gagnes pas d'argent. J'en reviendrai vite fait. Donc on fait Prespose dans des endroits comme ça, et je cherche des partenariats à chaque fois. Et je trouve qu'à chaque fois que je prends une nana ou un mec pour parler de moi, le mec il me dit ouais mais qu'est-ce que je dis parce que nanana. Je dis mais attends frère, si je t'ai pris toi, c'est pour pas que je le fasse. Mais passe-moi le téléphone. Et finalement je le faisais. C'est toi. Donc finalement, une fois de plus, tu veux déléguer, c'est pas évident aussi pour eux, donc ça veut pas dire qu'ils font mal leur taf, c'est qu'ils ont l'impression de moins bien parler de moi que moi, alors que tu sais très bien que dans la musique, si tu te starifies pas, chose que j'ai jamais réussi à faire, on te calcule pas. On te calcule pas. C'est comme si toi t'appelais tout le monde, je sais pas, pour featuring, c'est peut-être toi qui les appelles, pour certains, mais des fois c'est bien que ça soit... Ils sont venus me chercher.
Voilà, monsieur. C'est ça que je veux entendre. Voilà, donc j'aspire à ça. Donc voilà, après, tu as vu, quand tu as une émission qui fonctionne et on t'appelle pour la faire. C'est réellement ce qui s'est passé sur la fin de Presse-Pause. De toi à moi, en toute humilité. Et finalement, donc j'appelais, je me suis retrouvé, par exemple, sponsorisé par Chevignon, qui faisait aucun sponsor. Tu vois, pendant tout un an. Nous, on veut des doudounes à l'ancienne. Il faut qu'ils refassent ça. Ils les font. Écoute, je vais te dire un truc là, tout de suite, anecdote tout de suite. J'ai donné 12 doudounes. Et doudounes à l'ancienne avec l'oiseau, tout. L'oiseau, le cuir sur les épaules. J'en ai donné des jaunes, des bleus. J'ai donné ça à des gens parce que je voulais qu'ils fassent juste une photo sur Instagram. Écoute, 400 €. Faites-vous plaisir, c'est de ma part. J'ai donné ça. Teufa, je vais donner des blazes. Teufa, Youssoufa, Lino, Kerry. On a d'autres que j'ai oubliés. Tout ça pour leur dire, c'est de la part d'Oji, c'est cadeau. On n'a jamais travaillé ensemble sur ça. Mais ça me fait plaisir, j'ai des doudounes. Faites des photos, vous êtes des gens que je respecte. Vous pouvez ramener une autre image qui est urbaine. Certains s'en rappellent, peut-être d'autres ont oublié. Mais à un moment, quand j'aurai mon émission, ou j'aurai quoi que ce soit, ou que j'ai besoin d'un feat ou de n'importe quoi, rappelez-vous de la doudoune, les frères. Soyez là. Donc voilà, Chevignon m'a sponsorisé, alors que Chevignon, il met des thunes pour personne. Tu vois, je veux dire, lui, il voulait juste m'habiller. Mais on s'est arrangé. Et le jour où pour l'anecdote, où j'ai rencontré la directrice, s'appelait Dorothée Charvenia, qui travaille plus pour Chevignon aujourd'hui. Le jour où elle m'a rencontré, on était sur une terrasse d'un hôtel, comme ça, je viens la voir. Donc, elle me dit, elle écoute mon discours, elle voit mon dossier scolaire et tout. Si tu veux voir le dossier, c'est tombé. Dossier scolaire, carrément. J'ai un dossier sur Presse-Pause avec la moitié de ma tête. Quand tu ouvres le dossier, il y a l'autre moitié, le sourcil levé, dessiné par une graphiste. Non, mais, frère, je fais des trucs. Je fais pas les trucs à moitié. Mais il faut que ça paye, mec. Moi, je suis d'accord avec ça. Non, mais bon, ça a avancé, ça paye toujours. Je suis dans mon cheminement toujours, je m'en plains pas. Et donc, elle m'a dit, tu vois, Chevignon, c'est pas une question d'émission. C'est une question, le bonhomme que t'es se doit d'être habillé en Chevignon. Elle me dit, ton émission est tue, mais ce que toi, tu dégages, waouh. Parce que j'avais même pas d'exemple d'émission, rien. J'avais même pas fait le premier épisode, rien. Donc voilà, c'est comme ça que certaines personnes ont cru en moi. Voilà. Très bien. J'aimerais qu'on parle d'héritage rapologique. Vitry, moi, d'aussi longtemps que je me rappelle, c'est vraiment une ville de rap. Ça veut dire, avant Mafia Qu'un Free, il se passait déjà plein de choses. Carrément. Et il se passera sûrement plein de choses après Mafia Qu'un Free. Et moi, déjà, j'aimerais savoir si toi, t'es satisfait de ce que vous laissez comme empreinte Mafia Qu'un Free aujourd'hui, sachant que je trouve que dans le rap, on oublie vite. Par exemple, moi, que ce soit les Little ou EJM ou Timide sans complexe, tu vois, c'est des gens qui ont été importants pour le rap français, pas que le rap de Vitry, pour le rap français. Exactement. Et je trouve qu'aujourd'hui, on les oublie vite. Et je te dis ça pour savoir si déjà tu es satisfait de l'héritage qu'a laissé Mafia Qu'un Free, et est-ce que tu penses qu'il pourrait être oublié comme on oublie toute une première génération de rappeurs en France? Bien sûr. Je vais te dire honnêtement, aujourd'hui, il y a toute une... Bon, je suis pas le plus connu de la Mafia Qu'un Free, et ça, je ne m'en plains pas. Ça vient de ce que j'ai pu développer, faire, par rapport au single, par rapport à ceci et tout. Il y a des gens qui m'appellent OGB, par exemple, aujourd'hui. Hey, OGB, j'aime bien ce que tu fais. C'est même plus OGB, c'est OGB, quoi. Mais je leur en veux pas. Et moi, je les reprends même plus. Il y a un moment, je leur disais, c'est OGB. Après, je dis, mais non, c'est OGB, il y a pas de souci. Vas-y, frérot, on est ensemble. Donc, réellement, je pense que déjà le rap, je vais choquer, mais j'ai envie de le dire. Le rap français est un milieu de lâches, hypocrites et d'ingrats. Explique, développe. Je vais développer. Je parle pas de ceux qu'on croise et pour qui tout se lit dans un regard très rapidement. Des gens comme toi, comme Soprano, que tu peux rencontrer, qui bouge pas, le mec, il a beau développer la carrière, qui développe. Des gens comme, je sais pas, je vais en citer quelques-uns quand même, qui me vient à l'esprit là tout de suite. Tu vois même des gens comme Jul, qui nous connaissent depuis super longtemps, ou à l'époque où ils rappaient super vite. Et il y avait pas d'autotune, il y avait rien, ils nous respectaient. Jusqu'à aujourd'hui, ils nous voient avec le même regard, malgré que c'est une star aujourd'hui. Bien sûr. Tu vois, et c'est l'un des plus grands vendeurs de rap français, et il nous regarde avec le même respect qu'à l'époque. Il sait qui est la Mafia Qu'un Free, il sait ce qu'on a fait pour le Peura, et donc voilà, des gens comme, il y a qui encore?
Youssoupha, ou je sais pas, je pense à des mecs qui, tu vois, ça bouge pas, quoi, tu vois. Et après, il y a des gens qui se prennent pour je sais pas qui. En fait, moi, bon, là, je vais rentrer dans le développement personnel, je pense qu'ils sont ingrats avec eux-mêmes. Je pense que le problème que t'as avec l'autre, c'est un problème que t'as avec toi. Quand tu n'aimes pas, tu sais, quand tu es avec quelqu'un et que tu ne le supportes plus, c'est la partie de toi que tu ne supportes pas, que tu vois chez l'autre. C'est profond, ça. C'est profond. Ça, c'est tout à fait aujourd'hui ce dont je peux parler et développer. J'en ai pas beaucoup parlé là. Donc, il faut que tu apprennes à vivre avec ses défauts, car c'est les siens, il a le droit de les avoir. Tu vois, c'est des choses que j'ai compris jeune, de par mes potes, c'est ça, d'évoluer à 16 personnes comme la Mafia Qu'un Free, c'est que je les acceptais avec leurs défauts, en fait, et avec leurs qualités. Donc, des fois, ça me prenait la tête, mais je faisais partie de ceux qui avaient du recul, un peu comme un Carlito, qui a jamais été prise de tête, qui est vachement au retrait, qui est un vrai poète urbain et qui est un tueur pour moi. C'est clair. Et quand tu vois un DJ Mehdi, paix à son âme, le personnage, même s'il venait pas des cités comme nous, il venait pas en tout cas du 9-4, et ben, il avait ce respect, cette écoute. Il te mettait en valeur, ça veut dire ce mec-là, quand il t'écoutait à 800%. C'est clair. Et voilà, tous ces gens, pour moi, qui font que, aujourd'hui, dans le rap, il y en a beaucoup qui dénigrent, qui n'écoutent pas, qui servent mal le mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Et qui font en sorte, qui nous font passer pour quelque part des abrutis. Ou, tu vois, un peu comme tu peux voir ce qu'ils essayent de faire aussi dans le cinéma des fois, ou tu vois, nous faire passer pour ce qu'on n'est pas, ou se servir de notre image, et essayer de installer quelque chose dans la tête des gens, comme les politiques le font très bien, même si on va pas parler de politique, c'est installer le doute, la peur, l'incohérence, parce que ça sert leur profit à eux. Tu vois ce que je veux dire? Tu trouves qu'il y a ça actuellement encore sur Mafia Qu'un Free? À l'époque, il y avait ça. Là, je te parle dans le rap. Mais sur Mafia Qu'un Free, pour revenir à nous, pourquoi je pense que les gens peuvent oublier? Tout simplement parce que tout s'oublie. Et parce qu'aujourd'hui... Mais j'ai l'impression que tout s'oublie dans le rap français. Ouais, dans le rap français. Parce que je trouve que dans d'autres disciplines, d'autres musiques, il y a toujours des gens qui font des rappels ou machin. Dans le breakdance, par exemple, dans la danse, ils ont leurs référents. Tu vois. Mais un mec comme moi, par exemple, là, tu me parlais de Vitry, GM, Little MC, Timide et son complexe. Moi, je parlerais d'Atomic Breakers. Tu peux pas passer à côté. Moi, on a du respect pour ça, mais on a été éduqués comme ça. Alors, c'est là où je reviens sur l'hypocrisie des propos de jure. C'est que les gens n'ont pas été éduqués dans le respect de l'autre. Tu vois, nous, on a toujours eu l'ancien, même si l'ancien de la cité, il débloque. D'ailleurs, dans les films souvent urbains, il y a un ancien qui a pété un plomb. Toujours. Je veux dire. Et ben, nous, cet ancien qui a pété un plomb, on le respectait pour ce qu'il a été, pour ce qu'il est, et pour ce qu'il sera. Et on parlera de lui quand il sera mort aussi, comme il nous manque. Tu vois. Même si, et c'est ça, nous, on a été éduqués comme ça. L'école de Vitry, c'est ça. Tu vois. C'est aussi ça. Mais dans la musique aujourd'hui, ils prennent plus le temps parce qu'ils pètent trop vite, c'est de la télé-réalité. En 2-3 mois, en 6 mois, c'est des stars, les mecs, ils font de l'oseille, on leur propose un vrai billet, donc ils vont voir leurs parents, ça y est, j'ai tout. Alors que nous, avant... C'est comme Tony Montana. J'ai tout niqué, qui vient voir sa mère, elle lui dit, tiens, maman. La maman l'a giflé. Voilà. C'est pas comme ça, pars avec ton argent. C'est exactement ça. Voilà, ils ont besoin d'une maman qui les gifle à ce moment-là et qui leur dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Tu t'es pris pour qui, toi? C'est ça. Tu vois? Et ben, nous, on l'a tous eu, cette maman. C'est clair. Tu vois. C'est clair. Et quand on la trouvait pas chez nous, elle la trouvait dans la rue. C'est vrai. Parce que les anciens, va gifler un petit maintenant. C'est fini. C'est fini, ça. C'est gros. C'est des grands problèmes. C'est des grands problèmes, des carrément. Grands problèmes. Ils sont pas d'accord. Ah ouais. Mais par contre, nous, dans nos cités, t'as encore des gens qui ont cette gamberge à l'ancienne. Nous, concernant, nous, Mafia Qu'un Free. Où on peut avoir tout genre de discussions, où tu veux que j'aille t'acheter ça, où ils peuvent croiser mes enfants, aider à porter des courses. C'est cool, ça. Voilà. Ça fait partie du truc. De toute façon, je vais te dire un truc. À un moment, je dealais. Moi, j'ai jamais parlé dans mes textes de ce que je faisais dans le mal. Pourquoi? Parce que je vais pas me poucave. Bah oui. Parce que la base. Aujourd'hui, tu braques, tu deals, tu le dis. Mais pourquoi faire, en fait, tu vas souvent, faire ça. Tu deals pas, tu braques pas, mais tu dis que tu le fais. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est la fête à la saucisse. mais à l'époque, quand on faisait des vrais trucs dans la rue, on n'allait pas le raconter dans le texte. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai jamais rien dit. Seuls qui savent, seuls ceux qui savent. Voilà. Avec qui j'ai fait et dont je ne suis pas fier, parce qu'à part Dieu et eux, moi j'en suis pas fier. Je suis encore en train de me faire pardonner des trucs que j'ai pu faire qui m'ont servi à m'en sortir à un moment ou à un autre, où j'ai cru que c'était une issue pour moi et que j'ai vite arrêté. Heureusement, parce que des fois tu tombes sur des anciens qui te trouvent, oh toi, on va t'appeler le cerveau, t'es un bon. Tu restes dedans. Ça va vite, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc
il y a un moment où c'est une éducation. Et je pense que l'éducation se perd, et c'est pour ça que Mafia Qu'un Free, on peut l'oublier, tu vois. Ouais. Voilà. Mais tu m'as pas parlé du film, tu m'as respecté. Mais j'allais le faire comme tout le monde. Attends, tu crois vraiment que t'allais y échapper? Justement, j'allais te dire ce qui fait, tu vois, moi je vois par exemple NWA aux États-Unis, ils ont eu leur film Straight Outta Compton. Faut savoir que l'album Straight Outta Compton est sorti dans les années 80. Oui, on l'oublie. Il est sorti en 1988. Putain. Pour une fois que je connais une date. Ça, tu l'oublies pas. Et tu vois, et on est là dans les années 2020. T'as des jeunes qui découvrent via le film NWA et l'histoire, et du coup qui vont découvrir Dr. Dre, Snoop et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que ça engendrait un film. Carrément. Et finalement, on le sait que ce truc qui pourrait graver Mafia Qu'un Free dans la roche pour 20 ans, 50 ans peut-être, ce sera un film. C'est vrai. Maintenant, je sais, on vous pose la question à chaque membre, à chaque fois que vous apparaissez dans les interviews. Alors, le film, c'est comment, c'est pourquoi? J'ai compris, j'ai regardé toutes les interviews, j'ai compris que c'était compliqué. En plus, vous êtes plusieurs. Est-ce qu'il n'y a pas un médiateur à mettre au milieu? Quelqu'un qui va gérer ça pour tout le monde? Pour que ce film existe? Le rap français en a besoin? Je vois pas qui. Le jour où il viendra à nous, où ça sera comme une évidence, c'est que ça sera cette personne-là qui aura fait que. Ok. Tu vois, tu sais, à l'époque, quand il y avait deux équipes qui étaient vraiment en guerre, ouais, il suffisait qu'il y ait un ancien qui arrive au milieu. Exactement. Bon, arrêtez vos conneries là. C'est ça. Sur la tête de ma mère, tu vois ce que je veux dire, c'était bien. Tout le monde baissait la tête. T'étais dégoûté, tu te dis, oh, qu'est-ce qu'il raconte, on va monter en l'air. Mais tu disais rien, tu vas rien monter du tout. C'est tu ça. vois ce que je veux dire? Voilà. Et en fait, ça se règle et ça revient à la récréation du collège. C'est ça. Il y a une bagarre, il y a un prof un peu costaud. Voilà, moi, je me rappelle, c'était mon prof de bio. Quand il arrivait, il était relou, il faisait de la boxe française, tout le monde le savait. Donc il avait des épaules, il venait. Tout était calme avec lui. Et il calmait les champs. Même quand tu voulais tricher, t'avais une anti-sèche. Aïe, aïe. Genre, il avait la tête baissée, les lunettes comme ça, il faisait Samir, sans me regarder. Je dis, mais non, mais je prends un stylo dans ma trousse. Premier avertissement. Ça veut dire qu'il parle même plus du stylo, il revient même pas dessus. Voilà. Et ben voilà. Pour revenir au truc Mafia Qu'un Free, le jour où il y a quelqu'un qui sera évident, ça se fera, je pense. Okay. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui lèveront la main et qui diront oui, il faut le faire. Okay. Parce que c'est impératif pour la musique. Tu vois, quand tu dis on en a besoin. Ouais. Tu vois, il y en a besoin. Ça sera un film où bien sûr on jouera pas dedans. Pour moi, c'est un film où des gens joueront nos rôles. Bien sûr. Et il faudra décider d'une période à une période. Et il y a tellement de choses à faire et c'est une richesse et c'est impératif. C'est clair. Mais il faut bien le faire. Et quand on nous parle de musique, moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'histoire pourrait s'arrêter comme ça pour ne pas la gâcher. Ok. Donc toi, tu te vois pas repartir sur un 3e album de Mafia Qu'un Free? Ok. Je pense pas. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est peut-être faire 2-3 inédits pour le film. Ou ne serait-ce que un ou deux. Vraiment pour le film. Après, les classiques qu'on a, ils existent. Bien sûr. Autant les mettre dans le film. Bien Pourquoi sûr. pas l'élaboration d'un titre. Imagine, tu vois pour ceux comment il est né. On est en studio, des gens qui jouent notre rôle. Oh, là, c'est intéressant, tu vois. Mais sinon, non. Faire un album et tout le monde développe sa carrière. Tout le monde fait des choses dans le cinéma ou dans le théâtre ou tout. Voilà, il y a plein de gens qui sont occupés. Et ça prend du temps. Faire un album Mafia Qu'un Free à la hauteur de tu vois, nous on travaille à l'ancienne. Ce qui a déjà été fait en plus. Et puis nous on va pas bâcler ça, c'est impossible, tu vois. Donc voilà, après je suis pas seul, donc faut jamais dire jamais, mais il faut arrêter de le dire toujours. Ouais, pas mal. Très bien. On approche la fin de cet entretien et comme tu le disais, tu écoutes souvent Featuring, donc tu sais qu'on ne laisse pas nos invités repartir les mains vides. Je sais. Donc on a un cadeau pour toi. Ça fait plaisir. Donc le but c'est que tu l'ouvres devant nous et que tu expliques au micro ce que c'est. Voilà, je te le donne. Alors, comme les invités de Featuring ont l'habitude de dire, le papier cadeau est très bien fait. Il a été fait avec amour. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est un cadre. Oui. On dirait. Pas. Ah, j'aime les cadeaux en plus. Moi. Oh là là. Ah ouais. Tu as reconnu. Tu sais quoi, cette photo, je l'ai en tout petit exemplaire. Ah là là. Et là, on t'a agrandi, encadré. Explique cette photo. Alors, cette photo, c'est une photo déjà de la Mafia Qu'un Free et de tous les proches qui nous entourent. Elle a été faite à la 2001 Zoo, donc à Orly. 2001 Zoo, c'est un quartier dans lequel on a traîné et fait plein de choses dedans. Ok.
Il y a des gens sur cette photo qui font plus partie de ce monde, que leur âme repose en paix. Il y a des gens qui ont sur cette photo peut-être 17 ans et qu'aujourd'hui ont 2 enfants, par exemple. Ok. Et la photo, elle est juste magnifique. Tu vois, je vois Carlito, enfin, je vois Teddy Corona, Manu Kay, donc Kerry, Fidel Deo à l'ancienne. Je vois des gens cachés comme LAS, que son âme repose en paix, ROH2F, Mamad, que son âme repose en paix, Yezi l'escroc. Je vois AKH qui faisait partie de l'équipe de la section de Créteil, Big Up aux Bordières. Ah là là, je vois le D, DRY, je vois Mokem qui faisait partie de la première formation Intouchable. Je vois Rimka avec un kéfier, je vois moi avec une attitude, putain. Ah ouais, frère. Je sais ce que t'as vécu depuis, je sais ce que tu vivais, je me parle à moi. Je vois le petit frère de Lito. Je vois Yoax, ouais, bon voilà. Je vois tous ces gens à qui je fais une dédicace. Cette photo, elle marque un moment super important de notre vie. Et c'est un très beau cadeau. Ah ben, si t'es content, on est content. Je suis très content, merci à vous. Et voilà, c'est moi qui te remercie d'être venu. Et je l'ai dit aussi bien à Rof qu'à Demo One, qu'à Manuké. Moi, j'ai beaucoup d'amour et de respect pour la Mafia Qu'un Free. C'est des gens que j'ai croisés très tôt. Ouais, je me rappelle. Voilà, moi je bossais beaucoup avec DJ Mehdi, qui repose en paix, qui m'a présenté Kerry et Rof d'abord, ensuite Manuké, et après voilà 113 au studio Puissance 6 Putain, P6. à Place Clichy. Ah ouais. Où on mangeait des madeleines, on buvait du coca, on n'avait pas de thune, mon gars, c'était dur. Mais voilà. Un jour à P6, on a enfermé l'ingénieur du son. Je me rappelle, j'étais là. On l'a puni, il a dépassé les bornes, on l'a enfermé. Je me rappelle très Putain, bien. Merde. J'ai oublié son nom, un petit brun là. Je sais plus. Ouais, je me rappelle. Le pauvre, il subissait. Putain, c'était dur. Mais toute cette période-là, donc ça fait que moi j'ai partagé plein de trucs avec différents membres de la Mafia Qu'un Free. Ça fait que j'ai beaucoup d'amour et de respect pour vous. Donc merci d'être passé ici, d'avoir raconté une partie de ton histoire. Il y a un livre qui se prépare. Il y a un livre, et voilà. Je fais aussi 2 fois 7 titres. Presse-pause, j'aimerais vraiment reprendre, je crois que c'est la question qu'on me pose aujourd'hui le plus. Tu vois, vraiment, Presse-pause, c'est rentré dans les mœurs, et il y a vraiment des gens qui me disent, tu peux pas ne pas avoir ton podcast, tu peux pas donner une suite à ça, on en a besoin. Voilà. Et j'en ai aussi besoin, et c'est un exercice de style dans lequel je me sentais super bien. Super, alors on te souhaite de continuer dedans. OGB, merci à toi. Je peux rajouter une phrase? Bien sûr. Que j'ai écouté, c'est une phrase de Mouloud Achour à qui je fais une dédicace, j'ai fait beaucoup de dédicaces. Il a dit, parce qu'on a on a parlé beaucoup de nostalgie. Il a dit, la nostalgie, c'est insulter les gens avec qui j'ai vécu de belles choses. Et j'ai trouvé cette phrase super belle. Il l'a dit dans Click un jour. Et je l'ai retenu. Et c'est ça. Parce que je n'ai aucun regret. Ouais. Et j'aime les gens avec qui j'ai partagé tout ça. Ça fait partie de ton histoire, sans toi. Et c'est nous. Et voilà. C'est tout. Voilà. Merci à toi. Featuring, yeah! Featuring est un podcast original Angle. Présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.